Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny, et nous enregistrons donc cet épisode qui va être consacré à notre prochain film du Ciné-Club, à savoir Jeanne et le garçon formidable. Nous enregistrons cet épisode le samedi 27 novembre et nous venons avec grande tristesse d'apprendre le décès de Stephen Sondheim. Et donc, on voulait prendre quelques instants pour faire un petit hommage à ce grand monsieur de la comédie musicale. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'il avait 91 ans, donc c'est tout naturel qu'un homme de 91 ans meure, mais on avait un peu le sentiment qu'il était là depuis toujours et que peut-être il resterait toujours. Il a traversé plus d'un demi-siècle de comédie musicale. En fait, l'importance de cette figure est vraiment... c'est indescriptible, parce qu'il venait de l'âge d'or, en fait. Il avait été l'élève de Oscar Hammerstein. Il avait écrit les paroles de comédies musicales de la fin de l'âge d'or, comme West Side Story et Gypsy. Et il a traversé, il a fait évoluer le théâtre musical de manière stupéfiante, en amenant par exemple le concept musical, en amenant des thématiques plus complexes, plus intimes à la comédie musicale, avec dans les années 70 Compagnie, Follies, et avec des pièces en fait très différentes les unes des autres, et dans les années 80 Sweeney Todd ou Into the Woods, qui sont allés du côté du macabre ou du merveilleux. Donc un créateur éclectique, on va dire, et qui a été aussi un mentor pour de nombreux créateurs de Broadway. On l'a vu très récemment dans le film Tic Tic Boom, réalisé par Lin-Manuel Miranda. Sondheim apparaît comme une figure tutélaire, mentor de Jonathan Larson, le héros du film. Et voilà, c'est aussi cette dimension-là qui fait que aujourd'hui on a vu se déverser les hommages de tous les gens qui ont été inspirés par lui, qui ont chanté ses chansons, qui ont joué ses textes. Donc voilà, il semblait important de lui rendre nous aussi un petit hommage, et puis de toute façon on reparlera forcément de lui à un moment ou à un autre dans le Z-Jazz. Alors, aujourd'hui, on va vous parler donc du prochain film qui sera à l'affiche du All That Jazz Cinema Club. Donc Jeanne et le garçon formidable. Donc je vous rappelle que nous projetterons ce film le dimanche 12 décembre à 17h, toujours au cinéma L'Archipel à Paris. Et donc Jeanne et le garçon formidable, c'est un film français sorti en 1998, qui est le premier long métrage du duo Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Oui, un duo donc de cinéastes français qui ont depuis réalisé 7 autres films, dont des films que vous connaissez peut-être, comme Crustacés et Coquillages, ou encore Né en 68. Ce sont des cinéastes qui ont souvent des thématiques politiques très affirmées. Également, la question de l'homosexualité y est centrale. Et ce sont des grands amateurs de comédie musicale, même s'ils n'ont pas refait de comédie musicale à proprement parler après Jeanne et le garçon formidable. On retrouve des moments musicaux dans plusieurs de leurs films. Et on pourra parler de tout ça avec eux, puisqu'ils seront présents lors de la projection de Jeanne et le garçon formidable le 12 décembre. Donc vraiment, venez, ça va être d'autant plus génial qu'on pourra échanger avec les réalisateurs. Alors, quelques mots du pitch de ce qui se passe dans cette comédie musicale. Alors, l'histoire de Jeanne et le garçon formidable se passe à Paris à la fin des années 90. Enfin, c'est vraiment une époque, on va dire, contemporaine de la sortie du film. Jeanne, donc notre héroïne, est une jeune femme qui va multiplier les aventures et les garçons sans trouver le grand amour, mais sans forcément d'ailleurs être malheureuse de cette situation. Pas du tout, elle le vit très bien. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'elle rencontre Olivier dans le métro, et là, c'est le coup de foudre réciproque. Une passion instantanée va se nouer entre les deux jeunes gens. Mais quelque temps plus tard, il va lui révéler qu'il est séropositif. Donc voilà, on va voir la suite de cette nouvelle sur leur idylle. Alors, je voulais juste vous signaler que le scénario du film est trouvable en ligne. Alors, je fais une petite publicité, puisque c'est sur le site de l'association Lecteurs Anonymes, qui est une association dont je fais partie et dont j'ai même été présidente pendant 2 ans. Et donc, nous avons en ligne, sur notre scénariothèque, beaucoup de scénarios de films français, on va dire de ces 20 dernières années, plutôt des films récents. Jeanne et le garçon formidable est sans doute le plus ancien qu'on ait.
Mais donc, Olivier Ducastel et Jacques Martineau ont bien voulu nous donner le scénario tel qu'il a été envoyé à l'équipe au moment du début du tournage. Et d'ailleurs, il y a une note que Jacques Martineau nous a fait sur la première page qui dit notamment qu'ils étaient très novices en écriture de scénario à l'époque. Effectivement, c'est leur premier film. Et c'est très intéressant de parcourir un peu le scénario après avoir vu le film. Je vous encourage à le faire. Alors, qui figure au casting de Jeanne et le garçon formidable? Dans le rôle de Jeanne, nous avons Virginie Ledoyen. C'est une star montante du cinéma français à l'époque. Elle avait déjà été nommée au César du meilleur espoir féminin en 93 lorsqu'elle avait 17 ans. Et ce film, Jeanne, va être juste avant ce petit moment qu'elle a eu où elle a eu du succès à l'international dans des films comme La Plage par exemple. Elle a tourné en 2002 dans une autre comédie musicale que vous connaissez sûrement, c'est 8 femmes de François Ozon. Alors dans Jeanne et le garçon formidable, pour le chant, elle est doublée par Élise Caron, qui est une chanteuse et artiste de comédie musicale qu'on a vue surtout sur scène, on l'avait vue et beaucoup aimée dans Une femme se déplace. Oui, alors moi je me suis interrogée parce que même si, Élise Caron est formidable, encore une fois, on l'avait beaucoup aimée sur scène et là elle fait, particulièrement bien office de doublure. Je me suis quand même interrogée sur ce, choix du doublage parce que j'ai trouvé qu'elle chantait pas spécialement non plus dans un registre élaboré ou travaillé. Enfin, dans toutes les chansons que chante Jeanne sont des chansons qu'elle chante avec sa voix, parlée. Enfin voilà, elle chante un peu comme elle parle, ce qui fait aussi qu'on y croit à cette doublure. Alors je me suis dit peut-être que Virginie Ledoyen chantait, vraiment très, très faux, donc voilà, ça m'a un peu étonnée en fait, ce doublage. Alors ça m'évoque deux choses, c'est que dans 8 femmes, j'ai un doute, mais je pense que c'est elle-même qui chante, et donc comme elle chante bien dans 8 femmes, du coup ça pose un peu une question. Mmh. Et sinon ça m'évoque aussi, tu sais on en avait parlé à propos de Drew Barrymore dans Tout le monde dit I love you. Mmh. Parce que typiquement Tout le monde dit I love you c'est également un film où il est pas du tout requis des acteurs qui chantent de manière très élaborée, au contraire c'est censé être leur voix normale, naturelle. Et pourtant, Drew Barrymore avait demandé à être doublé, donc il y a peut-être un truc de non-confiance en soi, je ne sais pas. Ouais, c'est ça je pense, d'autocensure, toute féminine. Oui, complètement. Alors, dans le rôle du garçon formidable, qui s'appelle Olivier, c'est Mathieu Demy. Alors, Mathieu Demy, c'est bien sûr le fils de Jacques et d'Agnès Varda. Et ce choix de casting va être une première preuve de l'énorme influence du cinéma de Jacques Demy sur le film, on va y venir. Alors dans le rôle de la sœur de Jeanne, on retrouve et j'avoue j'ai été, étonnée de retrouver parce que j'avais totalement oublié, on retrouve Valérie Bonneton, donc actrice française qui joue dans de nombreuses, comédies, qui a été surtout connue pour son rôle à la télévision dans, la série comique Fais pas ci, fais pas ça et puis après elle a joué dans beaucoup de grosses comédies françaises. Je trouve que c'est marrant parce que je trouve qu'elle fait vraiment bébé quoi dans ce film. Parce que j'imagine comme d'autres personnes, moi je l'ai découverte assez tardivement. Donc voilà, j'ai trouvé ça, presque attendrissant de de la voir si jeune et je trouve qu'elle fait vraiment bien, le rôle aussi, enfin que la complicité avec Virginie Ledoyen, marche, plutôt pas mal. Dans le rôle de François, donc un ami, de Jeanne et d'Olivier, on trouve, l'acteur, Jacques Bonafé. Lui, pour le coup, son visage m'était familier, mais je me souvenais pas dans quoi j'avais pu le voir. Mais bon, je vois qu'il joue dans tout un tas de films français, je pense plutôt Oui. dans des seconds rôles, mais bon, on va dire c'est un visage, familier du cinéma français. Dans le rôle du mari de la sœur de Jeanne, on retrouve Denis Podalides, donc acteur français de premier plan, sociétaire de la Comédie Française, qui a joué dans de nombreux films, et notamment les films de son frère, Bruno Podalides. Alors, moi, je voulais revenir un peu sur la sortie du film, enfin, on va dire le contexte de la sortie du film et peut-être notre, 1re impression, réception, de l'époque, hein, avant que nous soyons amenés à le revoir aujourd'hui. Donc c'est un film qui est sorti le 22 avril 1998, donc en France, à une époque, bon évidemment on va rien vous apprendre en vous disant que c'était une époque où on ne produisait, plus beaucoup, de films musicaux et encore plus, en France. Mais malgré tout et on en avait déjà, parlé, lorsqu'on avait fait un épisode sur Tout le monde dit I love you de Woody Allen. Cette fin des années 90 voit quelques films un petit peu justement hommage au genre, de réalisateurs, qui affectionnent le genre et qui le réactivent, selon une optique un petit peu différente, hein, à chaque fois en plaçant ce genre dans des situations, très contemporaines
et en utilisant des acteurs qui ne sont pas des professionnels hein, du chant ou de la danse. Moi, je sais que quand j'ai vu, ce film, alors je sais pas si je l'ai vu vraiment à sa sortie parce que, bon, j'étais évidemment en âge d'aller au cinéma, mais je suis pas sûre de l'avoir vu au cinéma. Je pense l'avoir vu en DVD quelques années plus tard et je me souviens qu'à mon premier visionnage, j'étais un petit peu déçue parce que, bah, moi, j'ai eu, tout de suite comparé ça avec, les films que je connaissais, hein, donc les films du classicisme hollywoodien et bah, évidemment, hein, on n'y retrouve, ni l'enchantement, ni la virtuosité, caractéristique des films de cette époque, et notamment ce parti pris, voilà, très prononcé de replacer la comédie musicale dans un univers à la fois très quotidien, mais aussi très sombre, avec évidemment la situation, tragique, du personnage d'Olivier. Donc voilà, je sais qu'à l'époque, j'avais été un petit peu, déçue, mais sentiment qui s'est, totalement, dissipé, hein, quand j'ai, revu le film, et notamment parce que je pense que j'étais plus à même d'apprécier, l'hommage distancié à la fois au classicisme hollywoodien et à Jacques Demy. Voilà, enfin vraiment j'ai été, très, très, agréablement, surprise, de ce revisionnage, du film et donc je suis très contente que nous le programmions au Olvadia Cinema Club. Ah, génial. Alors juste sur la rareté de la comédie musicale à l'époque, j'ai retrouvé la critique publiée par les Inrocks à l'époque de la sortie du film et ça m'a vachement amusé parce que donc le critique qui s'appelle Olivier Nicolas, il commence le texte par cette phrase: Enfin, point d'exclamation, depuis le temps que l'on attendait ça, une comédie musicale, point d'exclamation. Je trouve ça génial parce que c'est dire si le genre était rare au cinéma à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire on attendait que ça revienne enfin. Et j'imagine que ça a sûrement fait ce sentiment-là aux amateurs de comédie musicale et notamment de Jacques Demy à l'époque. Personnellement, je l'ai pas vu non plus au cinéma, c'est sûr. J'étais un peu petite, mais je l'ai rattrapé quelques années plus tard en DVD. D'ailleurs, je me souviens que j'avais pas trouvé le DVD français. Et donc j'avais commandé en Angleterre Jeanne and the Perfect Guy. Donc le DVD que j'ai toujours, c'est ce DVD anglais. Moi, j'avais plutôt beaucoup aimé le film, hein. Je me souviens l'avoir regardé plusieurs fois, vraiment parce que je faisais le lien avec Jacques Demy, quoi. Pour moi, c'était une espèce de continuation du cinéma de Jacques Demy, et donc le plaisir de ce film venait de là. Et aussi, j'ai été très marquée par les thématiques. La question du sida, bien évidemment. Je trouvais ça vraiment assez bouleversant, je me souviens. Bah justement, sur la question de l'influence de Demy sur ce film, je pense qu'elle est visible à chaque instant, à chaque plan, à chaque seconde. Donc on a déjà parlé du casting de Mathieu Demy, bien sûr, en plus dans le rôle d'un jeune homme qui est malade du sida, sachant que Demy lui-même est mort du sida. Alors, en 98, c'était pas officiellement révélé que Jacques Demy était mort du sida, Agnès Varda l'a dit bien plus tard, parce que je crois que Jacques Demy ne voulait pas que ça se sache qu'il était mort de ça. Je pense quand même que ça se savait. Le lien avec Demy est aussi dans le choix de la monteuse du film, qui s'appelle Sabine Mamou, et qui a été une collaboratrice très fréquente de Agnès Varda, et aussi de Jacques Demy, puisqu'elle a monté ses 3 derniers films, Une chambre en ville, Parking et 3 places pour le 26, qui sont d'ailleurs tous les 3 des films musicaux. Et sur, on va dire, les thématiques, on retrouve dans Jeanne et le garçon formidable, la question du hasard, hein, c'est hasard à la Demy, de gens qui se croisent, etc. Et notamment, on a donc le fameux personnage de François, qui est l'ami proche d'Olivier, qui connaît aussi Jeanne, sans que ni Jeanne ni Olivier ne sachent qu'ils ont cet ami en commun. Moi, ça m'a fait, beaucoup penser aux Demoiselles de Rochefort avec Solange qui connaît, Monsieur Dame sans que sa mère, ne le sache, alors que donc Monsieur Dame était le père de Boubou, hein, donc l'ancien amant de sa mère. Un autre élément qui m'a fait aussi penser aux Demoiselles, c'est, la relation entre, ces 2 sœurs, voilà, relation assez, fusionnelle où, voilà, chacune est la confidente de l'autre, bon voilà. Je me suis dit: «C'était peut-être là aussi une allusion à ce film phare de Jacques Demy». Sur les hasards aussi, le côté terrible aussi que peuvent avoir les hasards, qui est présent hein, chez Jacques Demy. Alors là, spoiler alert, par contre, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le découvrir à la séance du 12 décembre ou à un autre moment, arrêtez-vous, parce que je vais révéler la fin. Mais le hasard, on va dire, suprême de la fin, c'est qu'elle apprend la mort d'Olivier le lendemain de cette mort, par un ami à lui qu'elle croise dans le métro. Donc il y a vraiment cette espèce d'aspect terrible et tragique. Le hasard, c'est pas que les jolies rencontres, c'est aussi des moments absolument horribles comme celui-là. Alors, passons à la musique du film.
Cette musique, elle est composée par Philip Miller, dont c'était la première composition pour le cinéma, donc lui aussi c'était un débutant, comme les réalisateurs. C'est une musique qui va mélanger différents styles, musique du monde, musette, musique a cappella, tango, aria. On a un petit peu un panorama de tous les styles musicaux possibles, sans vraiment qu'il y ait de lien, hein, entre ces styles. Et d'ailleurs ça m'a fait penser, hein, au choix qui est fait dans, Crazy Ex-Girlfriend d'avoir à chaque fois, un numéro à la manière d'eux. Et j'ai trouvé d'ailleurs que comme dans Crazy Ex, on pouvait dire que parfois on allait jouer à dessein sur l'effet de contraste entre le thème de la chanson et le style musical utilisé. Par exemple, lorsque Olivier annonce qu'il est séropositif, c'est, sur une chanson extrêmement, enlevée et rapide. Ou parfois, on va au contraire, hein, utiliser un style en accord avec le thème de la chanson. Par exemple, la chanson de Jacques Bonafé, qui, parle, des morts du sida et qui est accompagnée, à l'accordéon. Je voulais dire aussi quelques mots, de la danse, du statut plutôt intéressant de la danse dans ce film. On a quelques performances vraiment dansées des acteurs principaux, notamment un tango, entre Jeanne et Jean-Baptiste, un de ses, petits amis avant qu'elle rencontre, Olivier. Et aussi on a, la une danse de Jeanne et Olivier au moment où il, lui annonce qu'il est séropositif. Mais on a aussi pas mal de numéros qui sont plutôt simplement des gestes chorégraphiés, notamment un numéro entre Jeanne et sa sœur, dans un restaurant asiatique au moment où elle lui annonce qu'elle a rencontré, je cite: «un garçon formidable». J'ai trouvé que ce numéro en particulier fonctionnait, vraiment bien dans cette intégration de la danse au quotidien, hein, toujours, dans une optique plus générale, hein, de réinscrire la comédie musicale dans l'univers quotidien. Alors bien sûr, cette réinscription de la comédie musicale dans le quotidien, c'était déjà ce que, souhaitait faire la comédie musicale, de l'âge d'or, hein, notamment, la comédie musicale de la Trade Unit, donc celle des années, 40 et 50. Mais ici, je trouve que ça fonctionne d'autant plus qu'on est face à des interprètes qui ne sont absolument pas, danseurs, virtuoses comme l'étaient les interprètes de l'âge classique. De manière générale, on peut dire ici qu'il y a une belle intégration de la danse au récit, aussi par l'entremise de tous les figurants qui sont des danseurs et qui vont souvent, en fait, créer une atmosphère déjà dansée, déjà chorégraphiée, avant même qu'on plonge dans le numéro musical. Ça m'a vraiment marqué dès l'ouverture du film où, par définition, on ne sait pas forcément encore qu'on est dans une comédie musicale. On a cette première scène où, voilà, Jeanne est, à son standard, hein, et donc reçoit les appels et progressivement, on voit que les gens qui se déplacent autour d'elle, hein, dans ce hall, d'entreprise, ont des gestes qui sont, un petit peu plus, chorégraphiés que les gestes, du quotidien et voilà, qui est un peu en fond visuel, hein, annonce le numéro musical qui va venir avant que celui-ci advienne réellement. Eh bien justement, lançons-nous, pour illustrer un peu tout ce que Fanny vient de dire sur la musique et la danse dans le film. Parlons des numéros de ce film. Alors le premier numéro, c'est original parce qu'il concerne pas du tout les personnages principaux. C'est le numéro des employés de ménage de l'entreprise où travaille Jeanne. Donc ils sont tous non blancs, ils sont tous précaires, même certains sans papier, d'après les paroles. Ils chantent dans leur langue d'origine. Et ça va vraiment ancrer le film d'emblée dans une réalité sociale concrète. Et ce que j'aime bien, c'est que Jeanne va aller danser avec eux. Et aussi que le numéro est présenté comme un numéro même au sein du film, puisqu'on a le personnage de Valérie Bonneton, donc la sœur de Jeanne, qui arrive et qui va regarder le numéro. Et qui va être elle aussi un petit peu ambiancée, elle va Oui. commencer à danser aussi derrière la vitre. Je trouve que c'était un numéro particulièrement entraînant et qui fonctionnait étonnamment bien, alors que je trouve que sur le papier, ça pourrait avoir quelque chose de peut-être un peu gênant, cette chanson. Je pense que ça fonctionne aussi parce que Jeanne, partage avec, ses travailleurs une condition un petit peu de dominée, en fait, au sein de l'entreprise, notamment en contraste avec, JB, hein, son, petit copain, cadre qui a fait HEC et qui a honte qu'elle, elle ne soit entre guillemets que, standardiste. Donc voilà, il y a pas trop, le côté, je trouve, comédien, non blanc qui viennent, éclairer la situation de la jeune fille, blanche, protagoniste principale parce que je trouve que, voilà, il y a pas trop, en tout cas entre eux, ce rapport de domination qui pourrait être un petit peu gênant. Ouais, tout à fait. Alors moi je voulais dire un petit mot sur une chanson assez courte au début de Jeanne qui va chanter à sa sœur.
parce que ça fait vachement penser à 2000, là, encore une fois. À un moment, elle chante Lui, c'est mon idéal, mais je l'ignore encore. Un jour, il sera là, je le reconnaîtrai. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas comment, mais mon cœur me dira, tu l'as enfin trouvé. Alors ça évoque énormément, je trouve, la chanson également d'une sœur chantée à sa sœur, donc celle de Delphine à Solange dans Les Demoiselles, quand elle chante Je ne sais rien de lui, et pourtant je le vois. En décrivant l'homme de sa vie qu'elle ne connaît pas encore, je trouve ça vraiment un hommage très, très évident en fait. C'est la première fois aussi où on parle du rapport décomplexé de Jeanne au sexe et au fait qu'elle enchaîne les relations. Et c'est quelque chose, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais qui est à la fois gentiment moqué par sa sœur, mais qui n'est pas vraiment condamné. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez progressiste et intéressant. Mm. Ensuite, on a la très belle chanson qui est chantée par François, donc le personnage de Jacques Bonafé. Très simple, il marche simplement avec Jeanne le long du canal, je crois que c'est le canal de l'Ourcq. Mm. Il parle de son compagnon qui est mort du sida, et cette scène, en plus de mettre en place cette ambiance de deuil, va aussi préfigurer le destin de Jeanne, puisque cette scène se déroule avant même sa rencontre avec Olivier. Donc c'est la chanson dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est accompagnée à l'accordéon. L'accordéon étant, voilà, je trouve ça à la fois assez original, mais bon, évidemment, ça se marie assez bien avec le thème poignant de la chanson. Un numéro qui est filmé vraiment de manière très sobre. Au début, donc à la faveur d'un travelling et d'un panoramique, on les accompagne pendant qu'ils marchent, mais ensuite on a un moment de la chanson où on est en plan fixe sur Jacques Bonafé avec quelques contre-champs sur Virginie Ledoyen pour montrer sa réaction aux propos qu'il tient. Et vraiment, cette mise en scène, je trouve qu'elle rajoute de l'intensité émotionnelle brute de cette chanson, voilà, qui est à la fois très sobre, mais très glaçante pour le spectateur. Autre numéro marquant dans un style très différent, c'est le passage du tango. Elle danse avec donc son petit ami à ce moment-là qui est Jean-Baptiste, sauf que c'est pas du tout un moment heureux de danse pour elle, au contraire elle est dans une espèce d'introspection où elle réalise qu'elle se sent pas du tout à l'aise avec ce mec qu'elle fréquente, avec les amis de ce mec qui sont pas du même milieu qu'elle, etc. Et donc elle va chanter dans sa tête, un peu à la manière de Barbara Streisand dans Yentl. Pendant qu'elle danse avec lui, elle chante dans sa tête, je me sens pas bien dans cet endroit. Enfin, j'aime bien ce passage, il est assez, à la fois hyper catchy, et en même temps, on est vraiment avec le personnage dans ce qu'elle ressent à ce moment-là, quoi. Moi, ça m'a aussi fait penser à Honey Angry Tango. J'étais sûre que t'allais dire ça. Parce que, en fait, ça m'a fait réaliser à quel point Honey Angry Tango, donc une chanson de Crazy Ex-Girlfriend, était juste dans ce trope de l'utilisation du tango comme danse de caractère et danse passionnée qui va exprimer avant tout des sentiments violents et pas forcément, en fait, des sentiments amoureux. Ici, c'est clairement plutôt un sentiment de rage et de suffocation. Donc voilà, ça m'a fait rire. Non mais j'y ai pensé aussi, hein. Alors ensuite on a alors j'ai mis la chanson du garçon formidable, mais en fait je sais pas du tout les titres des chansons puisqu'il y a pas de, enfin en tout cas j'ai pas trouvé de bande originale en disque quoi ou sur Spotify. Bon, je pense qu'on voit de laquelle il s'agit. Voilà, bon donc la chanson du garçon formidable c'est la chanson où Jeanne parle de sa rencontre avec Olivier à sa sœur. Donc c'est un peu le premier grand numéro entre guillemets qui va être chorégraphié, même si ça reste très léger, on n'est pas sur des grosses chorégraphies, hein, comme tu disais, c'est surtout des gestes chorégraphiés. Moi, c'est un numéro, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai beaucoup apprécié, notamment pour sa fluidité, une espèce de passage avec les plateaux du restaurant. Une fluidité qui va rendre l'allégresse de Jeanne face à cette romance naissante qui va l'entraîner malgré elle. Oui, c'est hyper catchy ça aussi. Alors je voulais juste parler d'un petit détail, en fait on entre dans le numéro par une minuscule chanson de la vendeuse du restaurant chinois qui fait une petite mélodie sur la Tsingtao, donc la bière chinoise. Alors moi je pense que quand j'ai vu le film c'est la première fois que j'entendais parler de Tsingtao, donc je pense toujours à ça quand j'entends le mot Tsingtao, c'est fou. Moi, ce passage, il m'a un petit peu gênée parce que je trouvais son accent vraiment, très prononcé et un peu caricatural, en fait, tu vois? D'accent asiatique, générique. Et après, j'ai lu en plus que c'était un passage qui était doublé, par Élise Caron. Donc voilà, moi, c'est un passage qui m'a fait à la fois un peu rire, mais qui m'a un peu gênée. Oui, je suis d'accord, ça fait partie des trucs un peu de mauvais goût, voilà. Chanson extrêmement marquante, c'est le solo, enfin presque solo, parce qu'il y a des petites phrases de Jeanne, de Mathieu Demy sur un air de Java lorsqu'il va révéler sa séropositivité à son amoureuse. C'est une chanson extrêmement virtuose, hein, le chant va très vite, je suis très admirative de Mathieu Demy pour cette performance.
Et en plus, le texte est extrêmement intéressant, le texte de la chanson, puisqu'il révèle sa séropositivité, il explique comment c'est arrivé, en gros qu'il était toxicomane et qu'il s'est contaminé avec une seringue qui avait été utilisée par quelqu'un d'autre auparavant. Il raconte évidemment les conséquences que ça a sur sa vie, et il tient même un discours politique sur la manière dont les toxicomanes sont traités par la société et l'État, et voilà, c'est juste ce passage-là, c'est pas une thématique majeure du film, mais je trouve intéressant que ça soit évoqué par le personnage de cette manière-là. Petit détail, à chaque fois, l'air d'accordéon, au moment où ils se mettent à danser, on dirait, ça ressemble tellement à Chim Chimney, la chanson de Mary Poppins. Oui, c'est Je vrai. sais pas si t'as fait attention. Pas sur le coup, mais lorsque j'ai lu que t'avais noté ça, je me suis dit, ah oui. À chaque fois, j'ai envie de chanter Chim Chimney. Bon, ouais, vous voyez pourquoi, parce que c'est ce style un peu Java, quoi. Et voilà, et sur la question de la danse, Jeanne et Olivier dansent, mais ça reste quand même assez limité. Mhm. Et par contre, il y a des danseurs professionnels derrière qui vont exécuter une choré beaucoup plus élaborée, en fait. Oui, d'ailleurs, à plusieurs reprises, on a ces danseurs pros, hein, ces silhouettes qui vont influencer la danse à l'ensemble du film. Et moi, ça m'a fait penser à un autre film, Lorraine ne sait pas chanter, où au début du film, on a aussi les deux protagonistes principaux qui se baladent, c'est ça, sur le générique, hein, que je dise pas de bêtises. Oui. Et derrière, des danseurs, de vrais danseurs qui font une chorégraphie. On pourrait en parler avec la réalisatrice. On pourrait le projeter au cinéma club, non je rigole, pas du tout. Mais oui, effectivement, je sais pas si c'était une influence directe, mais cette première scène, effectivement, de mon film, on a des danseurs pros qui entourent les deux comédiens principaux qui, eux, ne dansent pas, ou très peu. Après, je voulais faire on va dire un tir groupé sur les chansons de personnages secondaires qui sont très nombreuses dans le film, je me souvenais pas que c'était à ce point-là. Puisqu'on a la chanson du frère militaire de Jeanne, la chanson de la libraire, la chanson du plombier, la chanson du coursier, la chanson de la sœur et de son mari. C'est intéressant parce que ça véhicule l'idée d'un monde où tout le monde chante et danse, et pas seulement les protagonistes. Ça va nous sortir de l'intrigue principale avec des thématiques autres, qui sont souvent un peu plus légères, comme si chacun de ces personnages était presque dans un autre film, le leur, et qu'on nous donnait accès pendant quelques secondes, parce que c'est souvent des numéros pas très longs, à cette autre réalité qui est la leur. C'est assez intéressant. Personnellement, moi j'ai particulièrement aimé la chanson de la libraire qui va draguer Olivier au lieu de lui conseiller un livre pour sa petite amie. Avec cette surprise en fait de découvrir la super voix lyrique d'Emmanuelle Goisé, donc qui est donc l'interprète qui joue ce tout petit rôle. Et j'ai découvert qu'elle avait notamment joué avec la compagnie Les Brigands dans plusieurs opérettes d'Offenbach. Et je me demande si je l'avais pas déjà vue en fait sur scène il y a déjà quelques années. J'ai aussi beaucoup aimé la chanson du plombier qui vient réparer les toilettes. Parce qu'on a une mise en scène plutôt rigolote avec un plan zénithal en fait où voilà le haut des toilettes est ouvert et on le voit un peu se balader d'espace en espace et faire une espèce de truc un peu dramatique. Enfin, voilà, je trouve que c'était un moment plutôt rigolo. Ouais, c'est rigolo. Alors moi personnellement j'ai aimé la chanson du coursier à la fin qui vient déclarer sa flamme à Jeanne. En plus c'est pas du tout le moment de venir déclarer sa flamme. Jeanne est complètement déprimée, bah voilà, donc ça survient de manière incongrue. Et en plus ce qui est d'autant plus incongru c'est qu'il a une voix de chanteur d'opéra hyper étonnante. C'est tellement un choc quand il se met à chanter, j'ai adoré. Ouais, parce que ça contraste totalement avec son physique plutôt binet, hein, plutôt beau gosse, hyper menu en fait. Et là, c'est une grosse voix, donc je trouve ça marrant aussi. Ouais. Et alors, dernier numéro notable, c'est moi une chanson qui me bouleverse, la chanson à l'hôpital, le duo des deux amoureux, au moment où Olivier commence à être très malade. C'est vraiment très beau, très émouvant. Il y a des petits accents à la Michel Legrand un peu à la fin de la chanson, je trouve. Ça fait un peu penser au parapluie de Cherbourg, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Enfin, c'est un peu une thématique assez proche. Il y a le leitmotiv de Mathieu Demy qui chante "Ça n'a pas d'importance", qui est, je trouve, très très émouvant. C'est vraiment une scène qui me bouleverse. Et pour finir, voilà, on voulait un peu développer sur les différentes thématiques du film. Dans un premier temps, la question de la sexualité. Donc, comme on l'a dit, on est sur un portrait d'une fille qui couche avec plein de garçons, mais sans que ça soit vraiment un problème. On n'est pas du tout amené à la juger. Il y a bien quelques remarques de sa sœur et de ses parents, mais c'est plutôt pour la blague. Ce qui m'a étonnée aussi, c'est qu'à aucun moment on ne sous-entend qu'elle prend ou a pris des risques en couchant avec autant de partenaires dans un contexte d'épidémie de sida. Lorsqu'Olivier annonce sa séropositivité, elle dit tout de suite qu'ils ont utilisé des préservatifs.
Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'au début de l'épidémie, on faisait beaucoup le lien entre contamination et multiplication des partenaires pour, bien sûr, condamner, en fait, les gens qui avaient été contaminés, en sous-entendant que, bien sûr, ils l'avaient, bien cherché. Je pense que ça tient au fait qu'on est, dans les années 90, donc un petit peu, plus tard que le cœur, tout début de l'épidémie, à un moment où le risque lié à l'épidémie a été, mieux connu et bien intégré par, la population. Alors pour continuer sur la dimension féministe, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la description de la violence du personnage du petit ami, donc à la fois au début une violence sociale, matinée de condescendance, etc. Et qui finalement devient une vraie violence physique puisqu'il ne va pas supporter en fait qu'elle le quitte. Ouais, j'ai trouvé cette scène d'agression au travail particulièrement choquante et ce que j'ai trouvé qui était bien, c'est que, effectivement, on voit clairement que c'est une agression, que ça brise définitivement quelque chose entre eux, hein, pas juste, voilà, qu'il insiste un peu trop pour une fois, mais que ça va parce que c'est son copain ou son ex. Le personnage est, sans ambiguïté présenté comme un agresseur. Tout à fait. Pour finir, la question évidemment de l'homosexualité qui est au cœur de beaucoup de films de Jacques Martineau et Olivier Ducassel, je me demande si elle est au cœur de tous leurs films. Plus ou moins centrale, bien sûr, ici elle est un peu moins centrale, mais voilà. On a quand même le portrait d'un couple homo militant, donc le personnage de François et puis son compagnon. Jacques Martineau et Olivier Ducastel étaient eux-mêmes donc militants chez ACT UP, la célèbre association qui a lutté pour les victimes de l'épidémie du sida. Donc je me demande s'il n'y a pas une petite dimension d'autoportrait. La question du sida est évidemment un combat central pour les deux réalisateurs. Il y a aussi un personnage séropositif d'ailleurs dans leur deuxième film qui s'appelle Drôle de Félix. Globalement, je trouve aussi que ça passe des messages, par rapport au sida, des messages, assez importants du style, «Il ne faut pas chercher qui a contaminé» ou encore lorsque Olivier dit: «Je suis, seulement séropositif», au sens où voilà, je n'ai pas encore, le sida. C'est des distinctions bien sûr qui sont assez, évidentes aujourd'hui, hein. C'est des choses qu'on comprend, aisément et qu'on connaît bien aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas autant à la fin des années 90, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Je me suis aussi fait une réflexion sur, on va dire, la comédie musicale, le rapport de la comédie musicale au sida, puisque, en gros, la comédie musicale a commencé à parler de sida au début des années 90, avec notamment Falsetto en 92, puis l'énorme succès de Rent en 96 notamment. On pourra peut-être demander à Olivier Ducastel et Jacques Martineau s'ils connaissaient ces pièces de Broadway, si c'est une influence ou si pas du tout, si eux c'est vraiment la comédie musicale principalement du côté de Jacques Demy et aussi de l'âge d'or hollywoodien. Donc énormément de questions à poser le 12 décembre. Donc venez au All Jazz Cinéma Club pour, découvrir ou revoir, hein, Jeanne et le garçon formidable. Au cinéma L'Archipel, à 17h, en notre présence. Vous avez bien retenu toutes les informations, on espère. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt!